14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Bonjour à tous, la France dans tous ses états, bien particulière en ce vendredi 3 octobre. Alors je vous explique en une seconde. Le vendredi, désormais à cette heure-ci, vous aurez André Berkoff et Céline Alonso. Et du lundi au jeudi, vous aurez Perico Légas avec Maud Koffler. Donc voilà, donc je voulais faire un peu les présentations. Et c'est ce que nous allons faire en ce vendredi. Avec à ma droite, bah oui, un certain André Berkoff. Bonjour André. Bonjour Patrick. Qui est là depuis des années au micro de Sud Radio. Et qui reste 8 ans à Sud Radio. Et un jeune, un petit nouveau, Perico Légas. Vous connaissez déjà sa voix. Bonjour Perico. Bonjour. Bonjour cher Patrick Roger, bonjour André Berkoff, bonjour Maud. Voilà, et donc vous allez dialoguer ensemble là pendant quelques minutes, de longues minutes à mon avis. Restez à l'écoute parce que ça va être intéressant, où vous allez découvrir à la fois Perico Légas et à la fois André Berkoff, que vous connaissez. Non, vous ne le connaissez pas vraiment, pas totalement. Perico Légas, non? André Berkoff ou moi-même? André Berkoff, même s'il est là tous les jours à l'antenne. Je suis certain que les auditeurs ne connaissent pas complètement, en fait, parce qu'il a une vie tellement chargée, exceptionnelle. Ils le croyaient le connaître, et avec notre échange qui va avoir lieu dans quelques minutes, ils vont savoir tout ce qu'on n'a pas osé dire sur André Berkoff jusqu'à aujourd'hui. Oh là là, c'est ça. Et André Berkoff qui connaît bien aussi Perico Légas, quoi. Absolument. Vous allez nous révéler quelques secrets? Non. Je ne vais pas, parce que je vais attendre un peu, voir comment Perico Légas va exercer, et ensuite nous allons non pas l'attaquer, non on le connaît, vous savez je vais vous dire, Perico Légas, il y a une chose à dire, d'abord un homme qui aime la nourriture et le vin et qui sait en parler ne peut pas être complètement mauvais. Donc déjà là vous rejoignez complètement, et je pense que vous avez beaucoup de points communs parce que vous êtes tous les deux des républicains, c'est chevillé au corps, avec un esprit souverainiste bien sûr, et une volonté aujourd'hui d'ouvrir les yeux, en tout cas de permettre aux auditeurs d'ouvrir les yeux sur la France, sur ce qu'elle est et ce qu'il faudrait qu'elle devienne, quoi. Il y aura dans l'histoire de France avant et après cette rencontre. Ah bon? Bon bah très bien. Bon bah en tout cas c'est à vous. Je vais vous laisser dialoguer sur Sud Radio bien sûr pour cette émission qui est une première et qui est une forme de transition dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, n'est-ce pas André? Oui, j'avais peur que vous alliez vers, je vous connais Patrick, hein, vers des chemins. Non. Il n'y a pas de chemin détourné, et vous allez pouvoir effectivement dialoguer. Et donc je le rappelle, à partir de la semaine prochaine, du lundi au jeudi, de midi à 14h, ce sera Perico Légas avec Maud Koffler et vous, bien sûr, dans la France tous ses états. Et le vendredi, ce sera André Berkoff et Céline Alonso. Il y a eu Alexandre Jardin, il a fait un petit tour, Alexandre, il est reparti au jardin, mais il sera avec nous d'ailleurs à un moment donné pour pouvoir en parler. Allez, la France dans tous ses états, c'est parti. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. André Berkoff, vous imaginez bien sûr mon enthousiasme et ma ferveur, mon émoi, pour ne pas dire mon trac, lorsque Patrick Roger m'appelle pour me dire il s'agirait de prendre le relais d'André Berkoff, qui va voler maintenant vers d'autres cieux, qui va prendre de la hauteur, maintenant avec la sagesse qu'il a accumulée au bout de tant de siècles d'expérience, parce que ce sont des siècles intellectuels. Et je me dis, moi qui ai 66 ans, j'ai bourlingué aussi dans des radios où j'ai été remercié pour avoir été un peu trop clivant, un peu trop trubliant. Je me suis dit, bon, là-dessus, peut-être à la suite d'André, je pourrais maintenir le niveau, voilà, de clivage et de trouble. Et je me suis dit, quand même, le défi est gigantesque. Et je pense à cette phrase du général de Gaulle, conférence de presse 1858. On lui dit, est-ce que vous êtes sûr de garantir les libertés fondamentales? Et il dit, les libertés fondamentales, pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Et je me dis en moi-même, pourquoi voulez-vous qu'à 66 ans, je prenne le relais d'André Berkoff? Eh bien, voilà, la chose est faite, je suis là, je suis en vase de fou, très fier, bien entendu, et j'espère dans cette continuité sur Sud Radio, qui est une radio libre, et je voudrais lancer le thème Sud Radio, ici Sud Radio, la radio de toute la France qui parle à toute la France et de tous ceux qui aiment la France, quelle que soit leur origine, ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient. Et je crois que nous restons dans ce fil conducteur de la libre pensée, de la libre parole. Alors ça va déplaire, ça va plaire, et j'ai bien entendu, vous imaginez André, décrypté, décortiqué depuis un mois toutes les émissions que vous animez avec Maud Koffler,
la France dans tous ses États, qui est devenu Berkoff dans tous ses États. Je ne prétends pas et je ne ferai pas la même chose que vous. Mais je vais rester dans ce ton et dans ce souci de raconter peut-être ce dont nous avons l'impression que ça ne se dit pas ailleurs. Voilà. Eh bien, bienvenue Périgo-Légas, et je suis sûr que vous serez dans cette voie et dans ce monde-là, je vous connais assez pour le savoir. André Berkoff, je voudrais parler un petit peu de vous. Que dire? Vous êtes un témoin exceptionnel, comme d'autres personnalités historiques, politiques, intellectuelles, de ce qui s'est passé en France depuis, on peut dire, est-ce que je peux me permettre de dire 60 ans, si ce n'est plus? Vous pouvez. Voilà, absolument, un observateur très original, j'allais dire un marginal au bon sens du terme. Vous avez toujours été en deçà ou au-delà des cliveurs habituels, des marques habituelles, des carcans habituels. Ça vous vaut d'ailleurs quelquefois des coups de bambou, des grimaces. Vous avez évolué, si l'on peut considérer qu'il y a une évolution dans les discours politiques, dans votre lecture de la vie politique française, de l'évolution de ce pays qui est en souffrance, et j'admire la façon dont vous récupérez cette phrase « Nous sommes en guerre » du président de la République. Je pense que c'est peut-être la phrase la plus vraie qui n'ait jamais prononcée. C'est peut-être la seule. Et il l'a mené au sommet, parce qu'effectivement, lui est en guerre avec tout le monde, et nous sommes effectivement dans une situation de conflit. Donc avec cette petite phrase, vous êtes arrivé à faire plusieurs centaines d'ouvertures à l'émission, et ça m'impressionne toujours. Je voudrais parler de vous un peu plus précisément, André Berkoff. Je vais faire votre portrait, non pas au vitriol, parce que le vitriol c'est pas suffisant pour vous, pour que ça soit corrosif. Je vais le faire vodka et moscatel. Non pas au vitriol, vodka et moscatel, parce que vous êtes le fils d'Edouard Berkoff et de Edna Ferrara, un Russe et une Espagnole, qui se sont aimés et vous ont donné naissance à Beyrouth le 12 décembre 1940. Naître à Beyrouth le 12 décembre 1940 d'Edouard Berkoff et d'Edna Ferrara, c'est en soi une leçon d'histoire. Qu'est-ce que le Liban en 1940, le 12 décembre? Nous sommes à la fin, j'allais dire, de l'année 40, où la France a connu la défaite, le régime de Vichy s'est installé. Nous sommes au Levant, qui est une possession française. On va pas raconter l'histoire de pourquoi le Liban et la Syrie sont une possession française, une forme de protectorat, alors que la Palestine est sous domination anglaise. Sous mandat français. Sous mandat français, avec le général Catroux qui va être responsable. Et cette partie du monde va devenir très vite le terrain de traumatisme et j'allais dire de séisme historique et politique, dont la continuité est encore une réalité. Donc vous naissez à cet endroit-là, dans l'ancienne Phénicie. Dans l'ancienne Phénicie qui va donner un jour la naissance à la grande cité de Carthage. Et Carthage devient tellement puissante que les Romains disent à un moment donné, il faut la détruire. Et il y a un sénateur romain, Caton l'Ancien, et qui dit, le doigt levé, delenda Carthago. Il faut détruire Carthage. Carthage, qui était donc né de la Phénicie, dont Beyrouth, entre Byblos, Sidon et Tyr, était un des hauts lieux. La capitale, on peut dire. Et un jour, il y a quelqu'un qui prend le pseudonyme de Caton pour réécrire un petit peu l'histoire de la gauche. Alors là, c'est formidable. On ne va pas rentrer dans la définition de ce qu'est le situationnisme. C'est une lecture de la gauche. Et peut-être qu'on vous reprochera, André Berkoff, d'avoir essayé de marier, j'allais dire, la gauche avec les valeurs du libéralisme, du libre-échange. Mitterrand a réconcilié la gauche et l'argent, ça n'a pas forcément donné de bons résultats, mais vous êtes à ce moment-là au cœur de l'histoire de la gauche en 80, vous êtes proche de François Mitterrand, vous êtes proche de l'Élysée, vous êtes proche de toute cette mouvance, la gauche arrive au pouvoir, c'est quand même un séisme politique formidable, c'est un renouveau, et en tant que Caton, vous faites une proposition, une définition de ce que peut être la gauche moderne dans le monde actuel, mais comme vous voulez garder votre secret, ce pseudonyme, vous ne voulez pas révéler votre visage, évidemment France Inter est toujours là, il y a une émission sur France Inter, et qui va vous représenter pour raconter ce qu'est Caton et ce que veut dire Caton? Un certain député de la Corrèze qui s'appelle François Hollande. L'anecdote est pétillante, vous êtes d'accord? Vous vous en souvenez comme si c'était hier, j'en suis sûr. C'est clair, ouais. Enfin, je vous raconterai d'ailleurs par rapport juste un mot là-dessus. Je connaissais effectivement, parce que je connaissais bien Jacques Attali, c'est par Jacques Attali que j'ai connu François Hollande, et j'avais besoin, en écrivant Caton, de chiffres. Il m'a dit, tiens, j'ai un jeune mec, il est très bon pour les chiffres, et quand il s'est agi de parler à la radio, parce que tout le monde se demandait qui était Caton, j'étais beaucoup plus connu que lui à l'époque, je parle de François Hollande, et il m'a dit, pourquoi tu passerais pas à la radio? Et c'est là où il est passé sur Europe 1 et sur France Inter, pour proclamer nous autres gens de droite.
C'était bien vu. Quel était le projet de Caton? Quel message vous aviez voulu apporter? Alors je vais vous dire, d'abord merci Perico pour ce que vous avez dit, parce que effectivement Beyrouth, le Liban, on en parlera peut-être, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Et je ne pouvais pas le dire à ce moment-là. On a fait un détournement de commande. En 2 mots, si vous voulez, on m'a dit oui, ce serait bien, tiens, parce que j'avais fait, je dois raconter ça rapidement, j'avais fait un livre qui s'appelait Les 180 jours de Mitterrand en 1977. C'était le moment où tout le monde pensait que la gauche allait gagner les élections législatives de 118. 78. C'est ça. Et on s'est dit... Alors, il se serait évidemment, Giscard ayant accepté la cohabitation, ce serait un gouvernement Mitterrand Premier ministre. Et je vous raconte ça parce que c'est très intéressant de voir comment ça se passe, y compris dans l'édition. Je fais le bouquin, je l'écris et on le publie en août 77. On vend 200 000 exemplaires en 2 mois parce que tout le monde, soit ceux qui avaient peur que la gauche arrive au pouvoir, soit ceux qui espéraient. Et je dois dire que on a fait le gouvernement Mitterrand avec Badinter, Mauroy, et j'ai fait effectivement la fortune de Jacques Lang puisque je l'ai placé à l'époque au ministère de la Culture, alors que tout le monde disait Jacques Lang ça sert à rien, enfin etc. Donc le bouquin fait un malheur, mais quand le programme commun se casse puisque ils se sont séparés, Marchais et Mitterrand. Je me rappelle très bien que le bouquin se vendait à 10 000 exemplaires par jour. La perspective de la gauche au pouvoir s'effiloche, la vente de bouquins tombe. Et c'est après ça, 6 mois après, que Attali m'appelle, me dit ah, tu sais, Mitterrand, il rappelle son bouquin, il adore. Pourquoi tu ne ferais pas, me dit Attali, en 82, donc 83, un bouquin sur les municipales, les variables municipales. J'ai dit, écoute, Héraclite disait on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Je ne vais pas refaire un bouquin de politique-fiction, mais en revanche, laisse-moi réfléchir. Et je me suis dit, et c'est là, et vous avez tout à fait raison, Perico, de le citer, c'est là le situationnisme qui m'a beaucoup forgé, je dois aller dans les années 60. En 2 mots, il faut expliquer, le situationnisme est une lecture un petit peu d'une gauche extrême, repensée par un Italien qui s'appelle Sanguinetti, je crois. Un petit peu, voilà, alors c'était Guy Debord et Raoul Bellingham surtout, et Berlinguer était... Et je dois dire que les situationnistes, il faut le dire, parce que faut vraiment rendre hommage pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sont les seuls dans la galaxie de gauche des années 60 qui ont dit des choses intéressantes. Vraiment. Sur le maoïsme, alors que tout le monde était, vous savez, maoïste, trotskiste, tout ça, et disait ça suffit, ces appareils, ces bureaucrates, ce sont tous des dictateurs. Enfin, passons. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, voilà, il faut que un aristocrate, un hiérarque de droite, giscardien, raconte la gauche vient de passer, donc c'était 2 mois après, et j'ai dit, vraiment, c'est là où le bouquin a marché. D'abord, je ne pouvais pas parler en tant qu'André Berkoff, étant un journaliste plus ou moins classé à gauche, ça n'avait aucun sens, et puis ça n'avait... Donc, je faisais croire que c'était un grand hiérarque giscardien, on la barre, etc., Raymond Aubariste, qui disait, voilà ce que la gauche... Et j'ai dit... Pour vaincre la gauche, il faudra se débarrasser de la droite. De la reconquête. Voilà. Pour vaincre la gauche, il faudra se débarrasser de la droite. Et vous avez marqué de la reconquête, et j'ai écrit un autre bouquin, sous le même pseudonyme, Perico, qui s'appelle De la Renaissance. Comme par hasard, sont les noms de 2 partis politiques. Incroyable. Incroyable. Reconquête et Renaissance. Quelle prémonition. De la reconquête et de la Renaissance. Donc, si vous voulez, j'ai raconté, et vraiment, j'ai raconté quoi? J'ai raconté la véritable trahison, entre guillemets, de la gauche. C'est-à-dire que Mitterrand, qui est de gauche comme moi, je suis Léon XIII, il s'est dit, bon, il savait très bien que pour prendre le pouvoir, il fallait que ça soit à gauche. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Eh bien, il a fait une politique de bon capitaliste, en disant jamais, ça va être la rupture avec le capitalisme pendant 10 ans. Hein, il a dit que ça. Et puis on a vu le résultat. Et en fait, c'est très intéressant, c'est que c'est là où la gauche, enfin la gauche que moi j'aime, je ne l'ai plus vue. En fait, la gauche s'est dissoute dans quelque chose, mais on en reparlera si vous voulez. Et donc, j'ai regardé ça, et pourquoi ça a très fortement marché, Caton? Parce qu'il disait, c'est drôle, il est dans les allées du pouvoir, il est en train de dire, laissons faire la gauche, elle va gérer le capitalisme encore mieux que nous. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, vous qui témoignez de cette période, il y avait une euphorie à l'époque en 81. Total. Vous êtes, j'allais dire, très jeune à l'époque. Vous incarnez, j'allais dire, un espoir intellectuel sur le fait qu'il va y avoir du changement, une redistribution des cartes. Quand on vous écoute aujourd'hui, on sent en vous une amertume terrible, pas une tristesse, mais on sent que l'espoir qui avait été suscité à l'époque n'a pas abouti à ce qui faisait rêver. Oui, non, honnêtement, ni amertume, ni tristesse. Franchement, parce que, encore une fois, moi
à tort ou à raison. J'ai jamais appartenu à un parti, à une mouvance politique. J'ai jamais choisi la ligne, suivi la ligne juste du parti. C'est clair. Jamais. Mais c'est vrai que c'était passionnant de voir ce théâtre non pas d'ombre ou de lumière, appelons-le comme on veut. Et simplement, c'est vrai, où j'ai quelque chose qui m'a... J'ai pas indigné, mais c'est vrai que la gauche qui était la mienne, enfin la gauche de Jaurès, la gauche de, vous savez, des anarchistes de gauche, la gauche qui est la gauche du vraiment, celle-là, et je la retrouvais plus du tout. Elle était vraiment, si vous voulez, la lutte des places avait remplacé la lutte des classes, bien sûr. Complètement. Donc à partir de là, c'est vrai que j'ai regardé ça et sans passer du tout de l'autre côté ou d'un autre côté. J'ai pensé que c'était ça, et d'ailleurs, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans les écrits, j'ai écrit un certain nombre de bouquins, vous savez, qu'est-ce que c'est que le bon sens? Le bon sens, il est ni de droite ni de gauche. On regarde, et voilà, il y a les faits, et il faut arrêter le narratif, penser contre soi-même. J'essaye, je dis pas, de penser contre moi-même, et regarder un peu les faits, les narratifs, et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc, non, vraiment pas l'amertume, mais plus, vous savez, c'est le côté, le gai savoir. La vie est très belle. La vie est superbe, profitons-en de toutes les manières possibles, mais essayons de ne pas se renier et de ne pas renier les constances. Voilà. On est pour la vie contre la mort, même si on sait qu'on va finir un jour. Il n'empêche, vous laissez comprendre à l'époque, entrevoir qu'à un moment donné, la gauche va se couper du peuple, de son peuple. Tout à fait. Et le fait est qu'elle le paye cher aujourd'hui et qu'elle essaie de se retrouver un nouveau peuple. On pourra en discuter sur d'autres paramètres sociologiques. Mais vous pressentez que les valeurs fondamentales qui ont fait la gauche française, vous dites celle de Jaurès, qui a pu être celle de Blum, même celle de Mendès France, aujourd'hui, on essaie un petit peu de les récupérer, puisque c'est un classique de récupérer les enseignements du passé. Et vous repensez la politique française sur des bases totalement nouvelles qu'on va comprendre quand vous avez travaillé, vous avez œuvré dans tous les médias qui comptent en France, que ce soit imprimé, que ce soit de la radio, que ce soit de la télévision, toujours avec le même ton. Un côté quelque part insupportable pour certains, puisque vous rentrez dans un moule. Aujourd'hui, on cherche absolument à vous cataloguer dans la fachosphère, mais ça arrive à tellement de gens qui sont juste des libres penseurs et souvent des anciens personnes de gauche. Ils sont durs quand même avec vous aujourd'hui. Écoutez, je vais vous dire, et je vais vous répéter la phrase de quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Courteline, qui disait « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet ». Moi, je dis « Passer pour un facho aux yeux d'un bobo gaucho est une volupté de pas tellement gourmet parce que c'est tellement bon. Non, honnêtement, à un moment donné, ça me touchait. Mais non, je m'en fous complètement. Pourquoi? Parce que au fond, vous savez, la réalité frappe à la porte et à un moment donné, elle apparaît. Donc, on peut faire tout le truc qu'on veut, qu'on traite. Vous savez, on est un certain nombre à avoir traité tous les noms. C'est pas très grave. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit très très bien que cette gauche est en lambeaux, que cette droite d'ailleurs n'est pas mieux. Elle est sidérée, elle est complètement perdue. Regardez ces magouilles hallucinante. Vous savez, quand j'ai vu, moi ça m'a vraiment frappé, quand j'ai vu au second tour des dernières législatives, M. Attal appelé à voter pour la France insoumise, je me suis dit que c'est intéressant parce que bon appétit aux ministres intègres, ça reste totalement ça. Et ça nous a valu l'ingouvernabilité de la République avec une Assemblée nationale qui est absolument irréconciliable et qui, à mon avis, ingouvernable. Et je ne pense pas que de cette montagne sorte ne serait-ce qu'une souris. C'est quoi le réel pour vous? Parce qu'on dit toujours ils ont été rattrapés par le réel. Le réel, c'est quoi aujourd'hui? Le réel aujourd'hui, c'est plusieurs choses. Si on ne veut pas voir ce qui se passe économiquement avec une Europe qui s'est enfoncée, je parle de l'Europe occidentale, dans une mouise totale, par elle-même, qui s'est tiré une balle dans le ventre ou dans les pieds ou ailleurs, si on ne voit pas que le communautarisme et un certain extrémisme, qui soit religieux ou qui soit ethnique, ne pose pas des problèmes majeurs, si on ne voit pas qu'on se laisse aller au nom du politiquement correct et de l'éthiquement correct, pour ne pas parler du woke, à des excès complètement imbéciles, aberrants, c'est-à-dire, pour être un truc très simple, quand on arrive au point, Perico-Légas, et que je dis, écoutez, c'est très simple, Perico-Légas. Moi, je suis un seul pleureur, et si vous ne me considérez pas comme un seul pleureur, vous êtes raciste, vous êtes un bigot, et vous êtes homophobe, et vous êtes... Voilà. Je veux dire, quand on arrive à ce stade où on supprime la réalité, on supprime toute réalité, tout fait, même scientifique, au nom de son narratif complètement délirant, il y a un problème. Le réel, c'est le réel. Moi, je vous vois comme un seul rieur. Je suis désolé, on garde les images que l'on veut. André Berkoff, on a contacté un de vos anciens camarades qui vous apprécie beaucoup. Vous avez vécu de grandes heures avec lui. Il s'agit du citoyen Jacques Lang, qui est avec nous à l'antenne. Monsieur le ministre, vous m'entendez ?
Je vous entends et je viens d'entendre à l'instant la philippique d'André. Justement, merci Monsieur le Ministre, merci Jacques Lang d'avoir pris votre précieux temps pour participer à ce passage de relais entre André Berkoff et moi-même. Il prétend qu'il a été de gauche. Est-ce que c'est un souvenir qui évoque quelque chose pour vous? Racontez-nous ça. Disons oui, il était, en tout cas, il n'exprimait pas une pensée comme celle qu'il vient à l'instant de proclamer. Bien sûr. Oui, il était de gauche. Comme vous le savez, la gauche est aux 1000 couleurs, donc il était une des couleurs de la gauche. Monsieur le ministre, est-ce que à l'époque, vous étiez dans l'euphorie 1981? J'avais juste 20 ans et je me souviens avoir célébré ces cérémonies et je vous vois encore à l'image et ensuite les débuts de la gauche. Vu ce qu'elle est devenue aujourd'hui, est-ce que, avec vos mots à vous, avec vos émotions à vous, vous êtes, comme André Berkoff, une certaine perplexité? Je vais être très prudent dans mes mots pour ne pas parler de déception. On a pris un peu de recul. Est-ce que ça a évolué exactement tel qu'André Berkoff, François Mitterrand et vous-même l'aviez envisagé en 1981? Évidemment pas. C'est une autre époque, une autre société, une autre atmosphère, c'est évident. Mais comme je suis un optimiste inoxydable ou indécrottable, comme vous voudrez, je ne désespère pas qu'un jour, et ce jour n'est pas venu, une gauche nouvelle puisse surgir, une gauche humaine, une gauche imaginative, surtout créatrice. Bon, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous estimez, comme André Berkoff, qu'un des défauts de la gauche social-démocrate est d'avoir trop voulu s'aligner sur le libéralisme ou le néolibéralisme pour prouver justement que vous n'étiez pas des bolcheviks avec le couteau entre les dents et qu'à force de faire des consensus et des compromis, on finit par perdre son âme? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a pu se passer à un moment donné? Oui, c'est peut-être une des raisons, mais ce n'est pas la seule. Je crois qu'à un moment, je n'arrive pas bien à la situer, la gauche a cessé de penser, de réfléchir, de s'interroger. Je ne veux pas idéaliser l'époque de François Mitterrand, mais le Parti socialiste, à ce moment-là, était une véritable ruche à idées. On discutait, on confrontait les points de vue, on imaginait, et surtout, on cultivait des projets concrets. Aujourd'hui, je ne veux pas être trop sévère à l'égard de ceux qui ont cette responsabilité. On ne peut pas dire que leur rêve soit porté au pinacle. Mais vous savez, vous avez André Berkoff avec vous. André Berkoff, pour moi, ce n'est pas d'abord une personnalité engagée en politique. C'est un homme d'une intelligence extrême et surtout, et par ailleurs, je pense que la radio l'a fait ressentir, c'est un homme d'une drôlerie exceptionnelle. Avec André, j'ai passé des moments, des soirées au Liban, dans ce merveilleux pays d'origine, où nous allons dans quelques jours, Lima, présenter l'exposition Les divas du monde arabe au musée Sursock. Au Liban, je l'ai d'abord connu. Nous étions petits à ce moment-là, et ensuite à Paris. André est d'une intelligence éclatante, éblouissante. Parfois, il en abuse, mais surtout, il est tellement drôle, mais tellement drôle. Et alors, je lui dois une grande reconnaissance. J'ai le droit de parler à l'instant. Bien sûr, monsieur le ministre, vous êtes bien, vous étiez chez vous. Que lorsque la gauche, en 1977, a éclaté déjà, c'est-à-dire que le programme dit commun entre les communistes et socialistes... le virage à droite du Parti socialiste, vous vous souvenez de Georges Marchais? Non, c'est pas un virage, Mais c'était lui, c'est ce que disait Georges Marchais, le virage à droite du Parti socialiste. C'est ça, c'est Georges Marchais. C'est ça. Donc, bref, le programme commun a éclaté, et malgré tout, on donnait la gauche gagnante aux élections législatives. Et André a commis un bouquin qui s'appelait, je crois, Les premiers mois... Les 180 jours de Mitterrand. Les 180 jours de Mitterrand. Alors, il m'a rendu un immense service
parce qu'il est amical, parce que il le pensait peut-être, mais il est amical. Et alors il avait constitué dans ce livre une liste des membres du futur gouvernement de gauche. Et il avait eu l'idée de me coller déjà à ce moment-là ministre de la Culture dans son gouvernement purement théorique. La grande idée, et nous nous réjouissons de cette décision qui nous vaut la fête de la musique encore aujourd'hui, tous les ans. Jacques Lang, André Berkoff, une petite pause et on continue cet échange passionnant dans quelques instants. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes sur Sud Radio avec André Berkoff, passage de relais avec moi-même, et nous avons à l'antenne Jacques Lang, ministre éternel de la Culture, qui évoque des souvenirs de guerre avec André Berkoff, à qui je pose la question. André Berkoff, avant que vous deveniez une diva du monde arabe sous la bénédiction de Jacques Lang, êtes-vous prêt avec lui à repenser, vous qui êtes deux jeunes espoirs, à repenser une nouvelle gauche? Est-ce que vous pourriez vous rencontrer, ne serait-ce que pour redonner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus? Écoutez, je crois que ceux qui ont de l'espoir n'ont pas besoin de nous pour repenser. Je pense que chacun fait à sa manière, je dirais, les orientations qu'il a à dire. Moi, je crois, je vais vous dire, très franchement, et c'est pas nouveau, hein, ça fait des années que je ne pense plus en matière de gauche et de droite, parce que je pense que le clivage aujourd'hui à l'heure mondiale, il est entre patriotes et mondialiste. Et je pense que vraiment il y a à repenser ça, et je regrette que la gauche, dès qu'on entend le mot patriote, enfin la gauche, je parle de la gauche officielle, soyons clairs, hein, pas du tout, parce que la gauche, pour moi, si vous voulez, en deux mots, je vais vous dire, moi je me sens profondément de gauche et je ne comprends pas qu'on ait abandonné le peuple comme on l'a abandonné. Voilà. Ça, c'est extrêmement important de savoir pourquoi le peuple aujourd'hui, qui votait communiste et socialiste à 50-55%, aujourd'hui c'est 1,5-2%. Si on ne va pas et on ne creuse pas ça, on n'a rien compris à ce qui se passe. Je ne parle pas que de la France. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très important, je dirais sans renvoyer les compliments à Jacques Lang, ça a été pour moi, je veux dire, au-delà du ministère, tout ça, mais il est resté un agitateur formidable. C'est un agitateur. C'est un agitateur au bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui prend une situation. Moi, je l'ai connu au théâtre, au Festival du théâtre de Nancy. Vous voyez, il était à Nancy à ce moment-là. Et je me rappelle très bien que les pièces de théâtre que j'avais vues à Nancy, c'était vraiment des bouleversements. Après, il est allé à Chaillot, etc., etc., etc. Et puis, il a suivi Mitterrand et avec la carrière que l'on sait. Mais c'est très important d'avoir, quel que soit ce qui peut nous faire diverger. Pour moi, ce qui est extrêmement important, d'avoir des hommes et des femmes qui font des choses. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de vaticiner sur les concepts magnifiques de la planète Mars, qui font des choses et qui agissent. Quels qu'ils soient, et je ne dis pas dans n'importe quel sens, mais c'est tellement facile de faire des mots. Vous savez, Perruquot, on est l'émissaire de la parole. C'est bien le ministère de la parole. Bien sûr. Mais il faut aller plus loin. Il faut quand même provoquer. Et je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est que ce n'est pas en termes de gauche ou de... Qu'est-ce qui fait que les peuples sont plus ou moins heureux? Qu'est-ce qui fait que vous fassiez avancer la population? Et pas penser à la prochaine élection. Pas penser à son portefeuille électoral ou argenté. Pas penser uniquement à son petit quant à soi familial ou etc. Penser plus fort, pensez ailleurs. Alors au départ, évidemment, vous êtes vilipendé, vous êtes traité de tous les noms. Et après, moi, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je vois très bien quand je dis que personnellement, j'aime beaucoup Trump. Je me fais évidemment comment tu peux aimer un type comme ça? J'ai dit oui, d'accord. Mais je veux dire, il faut comparer. Vous savez, on n'est pas seul. C'est pas les planètes Mars. Si je compare Trump à Biden et à l'administration Biden, pour moi, c'est la désolation et la honte. Je préfère 10 fois des gens comme ça qui font vraiment, on le voit encore en ce moment, plutôt que des gens qui se bavassent. Moi, écoutez, quand je vois un président de la République comme on a, qui vaticine et qui parle d'envoyer des troupes en Ukraine et qui parle de faire l'État palestinien sans savoir qui en comment, et quand je vois qu'en même temps, du Qatar à l'Arabie Saoudite, en passant par l'Indonésie et ailleurs, tous vont vers le plan Trump, je me pose des questions. C'est ça que j'appelle le réel. Bien sûr, bien sûr. Il y a la formidable salivation. Oui, alors salivation, on peut faire ça. Et après, il y a ce qui se passe. C'est pas du tout la même chose. Jacques Lang, on va pas faire parler des morts, mais si le général de Gaulle et François Mitterrand avaient eu à gérer la situation actuelle, le conflit russo-ukrainien et les relations avec les États-Unis, est-ce que vous pensez qu'ils s'y seraient pris de façon radicalement différente?
Ou est-ce que la marge de manœuvre est si restreinte que finalement, il n'y a pas d'autre solution que de s'incliner devant les États-Unis? Pourtant, le général de Gaulle et Mitterrand avaient toujours été soucieux de l'indépendance de la France, notamment sur le plan militaire et énergétique. Oui. Alors, je ne veux pas entrer en débat avec le cher André, parce que c'est pas l'heure, c'est pas le lieu. Il faudrait une émission complète pour vous réconcilier. Il faudrait peut-être une saison. En 10 minutes, il a réussi à reconstruire le monde. Mais vous imaginez bien que je ne partage pas une partie de ses idées, c'est le moins qu'on puisse dire. Clair. Ces idées actuelles, vous avez raison tout à l'heure, je l'ai connu progressiste, je l'ai connu beaucoup plus orienté en effet à gauche, mais chacun a le droit d'évoluer, de se transformer, mais ce que j'espère surtout, puisqu'on parle de lui, l'émission lui est dédiée, bien sûr. J'espère que André conservera son humour, sa drôlerie, sa vivacité, sa capacité d'improvisation. C'est un improvisateur extraordinaire, digne de la comédia dell'arte. Et pour moi, c'est un grand compliment. Reconnaissez, monsieur le ministre, que l'actualité et la situation politique française facilitent énormément cette tâche pour pouvoir rire de la situation. Il faut dire que le spectacle ne manque pas de personnages. Je pense que le président de la République, François Mitterrand, aurait ri aussi de cette situation, puisque André Berkoff me disait c'est un homme qui aimait rire. Plus qu'on ne pense, dans le privé. Beaucoup. Il aimait les farces, mais parfois, mais il prenait quand même au sérieux les choses, notamment de la paix, de la guerre, des relations internationales. Vous avez un dernier... Je ne vais pas parler à sa place, ni à la place du général de Gaulle, je ne suis pas en mesure de le faire. Disons que c'est vrai que leur autorité personnelle en imposait beaucoup et permettait de résoudre des questions très difficiles. Bon, je vois que vos souvenirs d'enfance mutuelle vous ont gardé du souffle et de la ferveur par rapport à l'avenir. Est-ce qu'il faut croire encore en la France? Est-ce qu'elle pourra retrouver ce que vous avez connu, son brio, son prestige, son génie? Mais oui, écoutez, quand on parle de la France, ce n'est pas seulement la politique française. La France, c'est les Français, c'est la réalité partout à travers le pays. Il y a des trésors d'imagination, des trésors d'invention. Quand vous allez de ville en ville, des universités brillantes, des laboratoires de recherche scientifique, des jeunes qui créent des entreprises nouvelles. Non, c'est un pays qui, malgré une situation politique extravagante, il faut dire, surréaliste. Très original. Très original, disons-le. Le peuple, les gens ont gardé une capacité, ils sont un peu parfois déboussolés, démoralisés aussi, mais quand même, dans la jeunesse, il y a des gens qui créent, qui inventent, qui vont de l'avant, et on devrait davantage les mettre en lumière, plus qu'on ne fait parler du schnock ou du machin de tel ou tel parti politique. André Berkoff, vous partagez cet optimisme? Moi, je voudrais dire quelque chose à Jacques Lang. Jacques, en tout cas... on pourrait se poser la question, que reste-t-il de notre humour? Eh bien, il reste. C'est ça le plus important. Il a raison de parler de cela, parce que au-delà de nos divergences ou nos différences, etc., pour moi, encore et je reviens, vous savez, c'était Samuel Beckett. Je crois que tu l'avais décoré, Jacques, quand tu étais ministre de la Culture. Je ne sais pas. En tout cas, Samuel Beckett a écrit un livre qui résume absolument ce que je pense de Jacques de ce point de vue dans sa partie la plus créatrice. Il disait « Imagination morte, imaginée ». Et ça, c'est vraiment ça. C'est Samuel Beckett, vous savez, c'est le même qui disait un jour, Libération fait un grand numéro spécial. Pourquoi écrire? Pourquoi écrivez-vous? Il resterait 150 écrivains, c'est les écrivains se répandent et tout ça. Et Samuel Beckett a répondu en 3 mots. Quels étaient ces 3 mots? Alors, pourquoi écrivez-vous? Il disait « bon qu'à ça ». Eh bien, écoutez, c'est un message. Je vais citer Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw qui disait, quand on est enfermé dans les 4 murs d'une prison, l'humour reste encore le meilleur moyen pour s'évader. Voilà. Tout à fait. Jacques Lang, merci d'avoir témoigné. Merci à vous et je salue à André. Et si André, par hasard, était libre le 17 octobre prochain, on aimerait l'accueillir dans son pays d'origine. Voilà. Eh bien, avec plaisir. J'y serai le 17 octobre, Jacques. J'y serai. Ah, formidable. Alors, on fera une grande fête autour de toi. L'espoir reste en Orient et nous irons tous vers le Levant. Merci Jacques Lang, merci André Berkoff. On vous retrouve tous les vendredis. Et là, nous attendons un petit coup de fil d'Alexandre Jardin. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Voilà, nous attendons un appel d'Alexandre Jardin qui est peut-être déjà en ligne. Qui est en ligne, je crois. Oui,
Oui. Bonjour Alexandre. Alexandre Jardin, de la plume au panache, vous aurez fait un petit tour sur Sud Radio pour donner la parole aux Français, émission importante. J'allais dire, votre mandat était encore plus court que celui d'un Premier ministre de l'actuelle 5e République, mais votre passage a été remarqué. Vous continuez évidemment à donner la parole aux Français, aux gueux, dont vous représentez aujourd'hui les intérêts. Justement, je suis à Caluire, là où Jean Moulin a été arrêté. Chez le docteur Dugoujon, absolument. Je suis avec Bastien Join, le maire de Caluire, qui est en face de moi, et on est en train de parler des gueux dans l'épicentre de l'esprit de la résistance, Caluire. Et au fond, c'est toute cette France à qui on a envie de donner la parole, c'est-à-dire les gens qui se prennent eux-mêmes comme point d'appui, qui sont courageux. Les gueux, c'était le terme des paysans du Moyen-Âge. Ensuite, on a eu le prolétariat. Raffarin a parlé de la France d'en bas, et en fait, les gueux, ils existent bien, et ils sont vraiment traités comme des gueux. Et on est en train d'avoir la peau des ZFE. D'ici 15 jours, on saura si on a vraiment enterré cette espèce de système épouvantable d'exclusion sociale. Et une des raisons pour lesquelles je suis revenu à Caluire, c'est qu'au moment où on se battait, il y avait des maires, dont le maire là, qui est en face de moi, Bastien Join, qui se battaient. Et on ne savait pas si on arriverait à les faire tomber par les mairies, par l'action locale ou par le Parlement. Mais les gueux, ils ne lâchent rien. Alors, justement, Alexandre, est-ce que vous pensez un jour que les gueux pourraient se constituer, je ne vais pas dire en mouvement politique, mais non, une forme sociale? Je pense un peu aux Gilets jaunes. C'était une forme de gueuserie, de jacquerie. Est-ce que ça pourrait donner suite à un mouvement qui influerait sur la vie politique française? Monsieur le maire de Caluire, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Perico-Légas. Bonjour, monsieur le maire. Écoutez, ça n'était pas prévu, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un bonheur absolu de pouvoir recevoir aujourd'hui Alexandre Jardin à Caluire, puisqu'effectivement, nous avons mené ce combat ensemble contre les ZFE. Pour vous raconter l'histoire, si vous voulez, dans ma commune, il y a 21 000 véhicules et 10 000 promettaient d'être exclus. Et évidemment, ça n'était pas acceptable. Nous en avons discuté avec un certain nombre d'habitants et nous nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions nous lever par rapport à tout ça, d'autant plus que dans l'agglomération lyonnaise, toutes les politiques menées depuis un certain nombre d'années montrent que la qualité de l'air s'améliore continuellement. Et donc, on s'est livré à ce combat et aujourd'hui, on attend beaucoup effectivement du juge constitutionnel et également des derniers débats au Parlement pour faire en sorte que ce dispositif-là puisse cesser. Donc, les gueux se battent. Notre logique, c'est toujours le lien entre l'hyperlocal et le national. Et je vous rappellerai au moment où on lancera une série de référendums, parce que c'est évident que dans la crise politique actuelle, on ne peut pas laisser les partis se dépatouiller, ils n'y arrivent pas. Donc on va inclure les Français en leur posant directement des questions avec des outils référendaires qui ne passeront pas par l'État. Alexandre Jardin, un petit rappel. Les gueux, c'était bien le nom que l'on donnait, j'allais dire, à la population. À l'époque où les souverains de la France étaient les rois, il me semble, c'était la monarchie. Est-ce qu'on serait revenu à un petit peu un système politique qui fait que les gueux seraient confrontés à une forme de monarchie, avec des souverains glorieux dans leur palais, dans leur tour d'ivoire? Oui, équipés d'une bureaucratie souveraine. Une bureaucratie française, européenne, qui est très, très inaccessible au bulletin de vote et qui prend des décisions insensées. Et donc, tout le problème que vous soulevez, en parlant de la cour et du prince, c'est le problème de la déconnexion. Et si des mouvements comme les gueux se battent sur des causes aussi concrètes que les ZFE, aujourd'hui que la facture d'électricité, parce que ça nous prend au nez, hein, si l'actuel Premier ministre signe le décret, on est parti pour un doublement à nouveau de la facture. Mais ça, les gueux ne peuvent pas la payer, donc on ne lâchera pas et on va les défendre. Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est incroyable que ce mot, les gueux, soit devenu un hashtag, parce qu'au début, j'avais lancé une boutade. J'avais juste fait un post en disant « mais on s'en fout, c'est des gueux ». Et je n'avais pas imaginé que la France en fera un étendard.
Alors, question très importante, Alexandre Jardin. Est-ce que les gueux votent ou est-ce qu'ils font partie de ces Français qui ne croient plus dans nos institutions et dans la politique et qui s'abstiennent au moment des élections? Est-ce que vous avez les moyens de leur dire « allez voter, allez exercer votre droit civique » ? Alors, d'abord, évidemment, puisqu'on est fondamentalement républicain, mais on va aussi les inciter à voter dans nos procédures référendaires qu'on va lancer nous-mêmes bientôt. Parce que il y a deux manières de voter. Ou bien vous votez en 2025 et vous considérez que vous êtes viré pour 5 ans. C'est-à-dire, est-ce que le peuple est là pour donner des chèques en blanc ou est-ce qu'il va conserver une parcelle de sa souveraineté et si on met en place des procédures référendaires à la Suisse, quoi. Bien sûr, ça sera des votes. Alors ce seront des votations, comme on appelle en Confédération helvétique. Ouais. Ça sera à échelle municipale, Alexandre ? À tous les échelons. À tous les échelons. Mais nous, ce qu'on va lancer au départ bientôt, on est en train de construire les outils. On va probablement commencer par 5 questions fondamentales, et on va refaire des grandes majorités. C'est-à-dire que si on pose les questions de manière à répondre aux aspirations profondes du pays, on devrait rejoindre les majorités de 8 sur 10 qui nous ont permis de renverser les ZFE. On était arrivé à 78% des Français qui étaient pour les gueux. Et c'est ce qui a permis, au moment du vote, vous avez toujours plein de députés qui, à ce moment-là, votent pour vous, et tous ceux qui sont contre vous, ils vont faire pipi. Ils foutent le camp à la buvette. Ils viennent pas parce qu'ils ont peur de prendre des claques sur le marché. En fait, si je comprends bien, vous revenez un petit peu au principe des cahiers de doléances, sauf que là, ça sera exprimé très concrètement par un suffrage. Voilà, ça sera objectivé. Alexandre, je suis très touché, vous soyez à Caluire, quand je vais à Lyon avec mes enfants, je vais leur montrer la maison où Jean Moulin a été arrêté avant d'être torturé, symbole de la résistance française, du Conseil national de la résistance et de toutes les valeurs qui en a découlé, et je leur rappelle toujours le merveilleux discours d'André Malraux lorsque les cendres de Jean Moulin furent portées au Panthéon, et il rappelait que le visage torturé de Jean Moulin était à l'époque le visage de la France. Il avait le visage de la France, c'était le visage de la France. Les gueux aujourd'hui portent le visage de la France et nous sommes tous très sensibles à votre formidable initiative et nous savons qu'un jour les gueux retrouveront dans ce pays le poids qu'ils portent. Je me souviens quand François Mitterrand a été investi président de la République en 1981 par le Conseil constitutionnel, il déclare au moment de son investiture: la France redevient conforme à sa majorité sociale. La majorité politique redevient conforme à sa majorité sociale. Les gueux, est-ce qu'on peut dire que nous sommes la France, c'est la France? Alexandre Jardin. Clairement, parce que nous ne sommes pas dans une logique de pouvoir. On est dans une logique, c'est tout l'inverse. On est dans une logique où on essaye de rassembler 8 Français sur 10 sur des majorités d'intérêt général. Et vous allez voir que les 5 premières questions qu'on posera, j'espère qu'on obtiendra des millions et des millions et des millions de votes pour refabriquer de l'unité. On n'en doute pas, Alexandre. On ne peut pas vivre avec des partis qui fragmentent. Vous viendrez dans la France, dans tous ses États, pour nous expliquer ce formidable projet. Oui. Et je vous dis vive la République et vive la France et vive les gueux. À bientôt, Alexandre. Et vive Caluire. Et vive Caluire. Et restez bien avec nous dans un instant. Nous parlerons de nos aînés, de nos aînés souvent abandonnés par leurs propres enfants, par la société. Ce sera le thème de ce quadruple entretien, même avec Yann Lanier, Laurent Permas et Sabine Gressaguel. À tout de suite sur Sud Radio. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus... Sur ces paroles sublimes et bouleversantes du grand Jacques Brel, quelle chanson magnifique. Nous lançons un appel solennel aujourd'hui sur Sud Radio. N'abandonnons pas nos aînés. Aimons et respectons nos vieux, on use de formules pudiques, les seniors, les anciens, les aînés. Mais notre société se donne-t-elle vraiment les moyens du respect qu'elle prétend apporter à cette génération à laquelle nous devons tout, en tout cas beaucoup?
Le symbole gravé sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, concerne-t-il aussi cette considérable minorité? On parle beaucoup des autres. Et que dit-on des vieux? Eh bien, aujourd'hui, pour en discourir, pour décrypter cette réalité qui touche la France, parce que les vieux, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai 66 ans, donc je parle à titre personnel, je ne savais pas qu'un jour j'aurais cet âge-là. Quand j'étais gamin, je rêvais d'être vieux. Parce que je disais, il y a que les vieux. Et mes amis, c'est terrible parce que je les perds. J'avais des amis qui avaient 30 ou 40 ans de plus que moi. Ils s'en vont les uns après les autres. Et je vais me retrouver comme un dernier petit vieux. Pour en discuter avec nous, 3 sommités sur le sujet. Sabine Gressaguel, femme de télévision, réalisatrice de documentaires, rédactrice chef à la télévision. Vous êtes devenue aidante lorsque votre papa a été touché par une maladie neurodégénérative très connue. Vous êtes tombée en plein dedans, vous avez été confrontée à cette réalité. J'ai lu votre livre, Nos prochaines années, récits pour bien vieillir, qui m'ont tiré des larmes. J'ai partagé ces instants avec vous parce que vous écrivez comme si vous y étiez et vous transmettez un message très fort. Nos prochaines années, récits pour bien vieillir, aux éditions de l'Atelier, dont je recommande évidemment la lecture. À côté de vous, Laurent Permas, bien connu sur cette antenne parce que il anime l'émission La vie devant nous. C'est un petit peu le thème de cette émission. Absolument. La vie devant nous. Mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes un spécialiste du monde de l'entreprise. Vous avez Consultique et Social, autrement dit le CESU préfinancé. Formidable, quelle idée géniale. Donc vous êtes un économiste et un financier, mais qui pense d'abord par le social. C'est peut-être le secret de notre société. Vous militez pour une prise de conscience collective, de l'inadaptation de nos sociétés à la nouvelle longévité. C'est un concept. Et pour un traitement juste de nos aînés. Et vous avez écrit le manifeste pour la liberté de vieillir chez soi. Au Cherche Midi, je vous disais avant qu'on prenne l'antenne, c'est un véritable programme politique. Et je vois pas pourquoi, lors d'une élection présidentielle, vous ne pourriez pas, vous ou quelqu'un d'autre, porter ce projet qui concerne quand même une part essentielle de notre population. Et enfin, à mes côtés, Yann Lanier, j'allais dire Saint Yann Lanier, délégué général chez les petits frères des pauvres. J'en parle personnellement parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui donnait toujours, tous les ans, un chèque aux petits frères des pauvres. Et il me disait à l'époque, alors j'ai dit, c'est quoi? C'est des enfants des... Non, c'est des petits vieux. C'est des petits vieux, ils connaissaient. Et en partant, il m'a dit, est-ce que quand je serai plus là, tu peux continuer à assurer cette donation? Et je l'assume avec assiduité. Donc je suis à la fois très ému et très fier de vous avoir à mes côtés. Je commence avec vous, Sabine Gressaguel, votre témoignage touchant, bouleversant. Votre papa est touché un jour par Parkinson. Parkinson, style Richardson, voilà. Qui n'est pas tout à fait le Parkinson. Alors donnez-nous cette, on va faire un petit peu de médecine. Donnez-nous cette nuance et puis ensuite on viendra au vif de votre sujet. En fait, c'est une maladie neurodégénérative sévère qui ressemble, sur les symptômes, ce sont exactement les mêmes que la maladie de Charcot, qui est un petit peu plus connue. La maladie de mon papa, en l'occurrence, c'était Parkinson style Richardson. C'est une maladie qui fait que la personne décline au fur et à mesure, petit à petit, perd l'usage de la marche, puis de la parole, puis de la vue, puis de la déglutition. C'est une maladie extrêmement difficile, évidemment principalement pour le malade, mais aussi pour son entourage. Et moi, j'avais 45 ans quand il est tombé malade. Enfin, 40-45 ans, c'est un petit peu difficile de savoir exactement quand ça a commencé, parce que ça commence d'abord par une chute, puis une chute 2 mois plus tard. Enfin bon, voilà. Et petit à petit, en fait, on fait ce que j'appelle des deuils blancs, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire avec la personne. J'en parle dans mon livre parce que son monde se rétrécit, le monde de la mobilité, le monde de la vue, le monde de la parole. Le plus dur, c'est l'isolement. Enfin, nous, en l'occurrence, ça a été l'isolement de la parole. Dans mon expérience, et il m'a fait rentrer de manière fracassante dans le monde de la dépendance et de mon intérêt pour l'accompagnement des personnes âgées, évidemment. J'allais dire à bras-le-corps. Ouais. C'est presque l'expression. Vous rentrez et on sent que... Alors, c'est la réalité de tous les enfants qui aident un moment de leurs parents. C'est nous qui devenons les parents. On les aide, on les gronde, on les accompagne. Mais là... vous vous substituez presque à sa personne physique. Vous êtes un peu ses jambes et ses bras. Il y a des instants intimes de toilette, d'hygiène. Et en même temps, vous suppléez également à l'intellect. Vous dites à sa place les mots qu'il a envie de vous dire. Vous contribuez à ce que son esprit continue à vivre. Ça, c'est bouleversant. Mais il faut une très forte
j'allais dire promiscuité, avec tous les enfants n'ont pas ce lien avec les parents. C'est vrai que non, j'ai eu la chance de grandir avec des parents aimants, donc du coup évidemment ça facilite l'accompagnement. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que ma mère était en première ligne évidemment, puisqu'elle l'accompagnait au quotidien, et j'avais la chance en plus d'avoir 2 frères qui habitaient pas loin non plus. Je parle à l'imparfait parce qu'hélas il est plus là aujourd'hui, et du coup j'étais pas seule, et même à l'époque je me considérais pas comme aidante. D'ailleurs, comme la moitié des aidants ne se savent pas aidants. Et j'ai même du mal à m'auto-définir aidante parce que j'ai l'impression aussi d'avoir fait mon devoir de fille. En l'occurrence, ça a bouleversé ma vie, ça a bouleversé mon travail, mes choix même professionnels, parce que ça bouleverse tout. On peut plus partir d'abord en vacances sans culpabiliser, puis après en week-end sans culpabiliser parce qu'on a toujours peur qu'il se passe quelque chose. Comme un enfant finalement. On dort avec le téléphone allumé. Bien voilà. sûr. Oui. Si ce n'est que chez vous, il y avait une solidarité familiale. Oui. Oui, très forte. Qui n'est pas générale dans ce pays. Non, mais voilà, on a eu de la chance magnifique. sur ce noyau-là, mais parce qu'il était super. Mais c'est vous qui portiez, c'est quand même vous qui portiez cette mission. Non, je pense que c'est vraiment ma mère qui était vraiment. Faut reconnaître que c'était la mère en première. Vous la vivez intensément. Mais je la vis intensément. Parce qu'elle vous porte à réfléchir ensuite et à disserter. Votre ouvrage, c'est un document à la fois sociologique et culturel sur l'approche qu'on a aujourd'hui de la façon dont on a de traiter les personnes âgées. Voilà, en fait, cette expérience m'a donc sensibilisée à ce monde-là, évidemment. Et avec le recul, je me suis rendu compte que c'était aussi une expérience pas seulement difficile, mais aussi lumineuse. Et c'est ça que j'ai voulu partager. Je ne vais pas vous laisser tout dire tout de suite, parce qu'on a 1 heure d'émission. On va y aller par séquence. Mais là, voilà, je voulais camper le décor. C'était un papa formidable ou non? Ah bah oui, moi je trouve. On le sent. Laurent Permas, votre ouvrage commence avec un dessin extraordinaire. Il y a 4 vieux autour d'une table basse avec. C'est un dessin de Xavier Gorce. C'est ça. Et alors, il y en a un qui dit aux 3 autres, maintenant que tu as plus le temps d'y réfléchir, tu veux faire quoi dans la vie? Eh oui. C'est formidable. Et ensuite, vous développez dans votre ouvrage tout ce qu'on peut faire dans la vie pour avoir une vieillesse heureuse, pour avoir une continuité. Voilà. En fait, vous expliquez à un moment donné, la vieillesse, elle commence dès le départ de la vie. Il faut commencer à la préparer, il faut la penser, surtout dans une société où quand même l'unilatéralisme, l'individualisme, l'égocentrisme est quand même un élément dominant, et on le voit dans tous les effets, y compris en politique, et les personnes âgées. Et là, vous avez un programme, je vous disais tout à l'heure, un programme politique, vous détaillez avec des éléments extrêmement précis, des codes, des pratiques, vous donnez toutes les informations sur les possibilités administratives, financières, sociales. Comment vous est venue cette idée tout d'un coup de vous occuper de vous soucier de cette partie de la population qu'en général on dit bon ça y est ils sont à l'EHPAD, c'est terminé, bon débarras. Je rappelle une anecdote en 2003. Vous vous souvenez de l'épisode du docteur Mattei, ministre de la Santé, qui est en t-shirt dans le Sud, qui dit je contrôle la situation. Et puis en septembre on a le bilan des mortalités et quelque chose qui m'avait absolument effaré et à la fois, je vais pas dire réjoui. Les mortalités les plus fortes étaient dans les quartiers chics des grandes villes, dans le 16e arrondissement de Paris. La grand-mère très élégante dans son 600 mètres carrés, elle avait fait le chèque au mois de juin pour que les petits-enfants aillent en vacances. Et quand on était revenu, elle était desséchée de chaleur dans son fauteuil. Et les quartiers où les vieux avaient été le plus préservés, c'était 13e, 14e arrondissement de Marseille, là où justement, où il y a soi-disant les territoires perdus de la République, mais les valeurs familiales des Arabes, des Maghrébins, fait qu'on gardait les personnes âgées, qu'on les hydratait, qu'on les garde avec nous. Vous voyez, le choc des civilisations, là, il est dans le bon sens. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, moi, ça m'est venu, et ça me quitte plus depuis 18 ans, en fait. J'avais l'âge de 18 ans, je voulais tout simplement faire des études de médecine pour être médecin urgentiste. J'ai une passion du SAMU, qui est toujours là, d'ailleurs. Et j'ai fait un job d'été pour commencer, et en fait, je me suis retrouvé dans un service de gériatrie dans les hôpitaux de Paris. Et ce service de gériatrie, il y avait des jeunes et des moins jeunes qui tout simplement se laissaient mourir. Et donc je faisais la nuit et j'avais des échanges extraordinaires, quel que soit d'ailleurs l'âge, mais des échanges juste avant de passer ailleurs avec des femmes et des hommes, et je leur posais les questions. Je leur disais alors qu'est-ce que vous regrettez dans la vie? Et donc il y a une femme qui m'a marqué, ça m'a toujours suivi. Elle m'a dit moi je regrette rien, mais si ce n'est
d'essayer sur les moments de joie que j'ai eus, des moments extraordinaires, d'étendre le temps. Et c'est la vie au présent. Et donc pour moi, retraité, il faut l'enlever du dictionnaire. Ça ne doit plus exister. Pourquoi ? Parce qu'on a pris 30 ans de longévité en l'espace d'un siècle. Et donc, opposer les générations, c'est scandaleux. Oublions pas que la retraite, c'est un symbole militaire qui suit la défaite. On bat en retraite. Absolument. Voilà. Et le troisième âge, non seulement c'est pas une retraite, je parlais tout à l'heure, j'ai écouté une émission sur France Inter l'an dernier, Régis Debray expliquait, il a écrit un roman qui est bref, et il dit mais non. D'accord, le général de Gaulle a dit la vieillesse c'est un naufrage à propos du maréchal Pétain. La vieillesse c'est un sauvetage parce que c'est l'occasion de dire ce qu'on n'a jamais eu l'occasion de dire ou le courage de dire. On est libéré de toutes les contraintes et intellectuellement on peut faire court en plus. On n'a pas besoin de mettre des fioritures et on peut aller à l'essentiel. Exactement. Et donc on enlève ce mot retraité. On a en fait une utilité sociale puisque ce que j'ai vu dans les hôpitaux, c'est le fait qu'ils étaient inutiles. Et donc enlever ce mot, rendre en fait une possibilité pour une personne qui part en retraite de choisir en fait une nouvelle vie, d'apprendre, de repasser des diplômes. Certes, il y a du bénévolat, on parle beaucoup du bénévolat, et heureusement en fait que les bénévoles, et notamment des retraités, sont là, 25 millions, parce que sinon la France, rien que les mairies, les communes, ne tiendraient pas. Alors vous savez qu'il y a une autre expression de la retraite, c'est Pierre-Emmanuel Tétinger, le patron des Champagnes que j'ai rencontré l'autre jour, il dit mais ce mot retraite est terrible, pourquoi nous n'utiliserions pas la formule de l'espagnol qui est la jubilación, le jubilé. Absolument. Voilà, c'est jubilatoire. On va pas, à partir de la retraite, on va partir en jubilation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la République peut apporter de la jubilation à leurs retraités? Alors vous avez un concept très précis, hein. Vous êtes dans le vieillir chez soi, mais vous parlez d'une révolution des mentalités. Quelle révolution? La révolution, c'est le lien social. En fait, vous avez quatre colonnes, en fait, hein. C'est le logement, qu'il faut revisiter, le logement, parce qu'en fait, il y a seulement 6% des logements qui sont adaptés. Et il faut adapter son logement. Ça ne veut pas dire qu'on stigmatise une partie de la population parce qu'on met des barres médicales, etc. Cette pratique existe. Il y a des techniques, il y a des protocoles pour mettre ça en place. N'oublions pas nos maisons, l'architecture qui était auparavant, où on vivait entre générations. Et il y avait le sage, qui était notamment les grands-parents, qui gardaient d'ailleurs les petits-enfants pour que les parents aillent travailler dans les champs, etc. On retrouve en fait cette organisation de société dans des pays notamment d'Afrique, des pays d'Asie, où il y a encore cette culture. Aujourd'hui, on l'a perdue en France. On fait une petite pause là, et on reprend ça dans cet instant passionnant. À tout de suite. C'est un sujet qui nous concerne tous, qui vous concerne sans doute, alors n'hésitez pas à témoigner. 0826 300 300, à tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Yann Lanier, Laurent Permas et Sabine Gressaguel au sujet donc toujours de nos aînés, souvent abandonnés, souvent maltraités d'une certaine manière. Je rappelle juste quelques chiffres, Perico-Légas. 750 000 seniors, c'est 4% des 60 ans, ce sont des chiffres des petits frères des pauvres qui ont été publiés par ce baromètre, vivent en mort sociale, sans aucun lien familial, amical ou de voisinage. On a du mal à imaginer tout ça et on se demande surtout comment on a pu en arriver là et comment inverser la courbe. Surtout, Yann Lanier peut-être, Perico? Alors justement, Yann Lanier, vous êtes un ancien de la Fédération Léo Lagrange, un mouvement d'éducation populaire et entreprise de l'économie sociale. Vous connaissez bien la réalité sociale de ce pays. Les petits frères des pauvres, est-ce que c'est la Croix-Rouge française des personnes âgées? Mais pas seulement ça. Il y a du sentimental, il y a du social, il y a du culturel. Vous les accompagnez depuis très longtemps. Est-ce que il y en a plus qu'on ne pense? Alors les gens dans cette détresse. Merci Perico. Les petits frères des pauvres fêteront leurs 80 ans l'année prochaine, et depuis 80 ans, ils luttent inlassablement contre l'isolement social des personnes âgées et pour promouvoir le fait de vieillir. Laurent le disait, la démographie change beaucoup dans notre pays et nous publions cette semaine notre 3e baromètre de l'isolement social. Rappelez-nous rapidement l'essence au départ, la naissance des petits frères des pauvres. Ça part de quelle initiative? Alors, ça part d'un monsieur qui s'appelait Armand Marquiset, qui est décédé en 1980 et qui, au sortir de la guerre, a souhaité abandonner sa carrière de pianiste puisqu'il se destinait à être, c'était un élève de Nadia Boulanger, il se destinait à être pianiste pour s'occuper des plus pauvres. Et les plus pauvres, au sortir de la guerre, c'était les personnes âgées, c'était ces arrondissements de Paris. Les petits frères sont nés dans le 11e arrondissement de Paris. C'était ces personnes qui
on a beaucoup de mal aujourd'hui avec des photos poignantes de l'époque, quand on voit vraiment le vieux isolé. On a du mal à comprendre ce qu'ont pu être ces années d'immédiate après-guerre, ces 10 années de reconstruction du pays avant les 30 Glorieuses, où effectivement les personnes âgées, même avec une espérance de vie beaucoup moindre qu'aujourd'hui, vivaient dans des taudis, et donc Armand Marquiset a levé une armée en quelque sorte de jeunes pour aller porter des repas, porter des seaux de charbon. Et puis les petits frères ensuite ont beaucoup travaillé sur un concept qui, moi, m'est très cher. Vous avez rappelé mon passage long dans l'éducation populaire et la figure de Léo Lagrange que j'admire beaucoup. Armand Marquiset parlait des fleurs avant le pain, c'est-à-dire comment, au-delà des besoins matériels d'une personne, le lien social, la culture, la convivialité sont consubstantiels de la vie. On peut parler de prolétariat, d'une certaine façon. Oui. Même du nouveau prolétariat, parce qu'on cherche des prolétariats partout aujourd'hui pour se créer des causes politiques et des motifs électoraux. Là, on en a un vrai, pour le coup. Alors, ça a peut-être évolué depuis 1946, 47, 48, mais il y a quand même aujourd'hui, je le vois, et on le sait en permanence, il y a des situations de détresse qui sont extrêmes et qui sont un peu la honte de la République. La honte de la République, et surtout, moi, je suis particulièrement inquiet par la génération, d'ailleurs, à laquelle j'appartiens aujourd'hui, les gens qui ne sont pas encore sexagénaires, mais qui vont arriver à la retraite dans les 5-10 années à venir, avec des conditions matérielles, des conditions familiales beaucoup plus altérées que les générations qui sont déjà dans la difficulté aujourd'hui. Je parle en masse de générations aujourd'hui, et je crois vraiment que malheureusement notre société doit se préparer à avoir de plus en plus de personnes qui vivent des situations de pauvreté. Le rapport des Petits Frères des Pauvres l'année dernière, c'était, et vous avez parlé d'agisme tout à l'heure. Je l'ai lu puisque je reçois de la documentation. C'était de dire, certes, quand vous ne vivez que dans les chiffres et dans les pourcentages, les personnes âgées dans notre pays sont moins pauvres que la population générale. Pour autant, il y a 2 millions de personnes de plus de 60 ans dans notre pays qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un débat d'actualité. Alors, il y a peut-être des retraités nantis, mais enfin, nous sommes d'accord que la majorité ne sont pas nantis et certains sont dans une situation de précarité absolue. Vous allez à leur rencontre où ils viennent, je me dis toujours, je vais les voir, la pudeur, on va pas se plaindre. Est-ce que quelquefois, il y en a certains qu'il faut aller chercher, sans ça, ils ne bougeraient pas? Dans les chiffres que vous citiez tout à l'heure sur les 750 000 personnes en situation de mort sociale que nous recensons dans le baromètre, c'était 530 000 en 2021, c'était 350 000 en 2017. Donc vous voyez 140% d'augmentation en à peine 8 ans, et il y aura 2 millions de plus de 60 ans en plus dans notre pays en 2030 par rapport à aujourd'hui. Donc si nous tirons les courbes, simplement de manière assez mathématique, considérant avec 1% d'évolution de la mort sociale, nous aurons 1 million d'aînés en situation de mort sociale en 2030. Moi, personnellement, je veux pas vivre dans ce pays-là. Je veux pas vivre dans un pays où la question du lien social est complètement altérée et où on n'apprend pas le continuum entre les générations et où, sur des hashtags de Nicolas Paye ou d'autres, on braque les générations les unes contre les autres. On n'est même plus au point de savoir si nous aurons assez de cotisants pour payer nos retraites. Là, on est carrément pour savoir qui va donner à manger à cette population. Donnez-moi un exemple. Il y a aujourd'hui des personnes âgées qui vivent, donnez-moi le chiffre minimum, qui vivent avec combien? Ça peut descendre à combien? Ah, mais vous avez des gens qui vivent avec 500 ou 600 euros par mois, et ça, il y en a des centaines de milliers dans notre pays. Vous avez des gens qui ne demandent pas le fameux minimum vieillesse, puisque comme il est récupéré, alors faute soit de faire valoir ses droits, on le pointe encore dans le rapport aujourd'hui, exercer sa citoyenneté, c'est d'abord maîtriser le numérique aujourd'hui dans notre pays. C'est d'abord maîtriser le numérique. Et aujourd'hui, c'est une folie de dire que la fracture numérique ne serait plus existante, etc. Vous avez des personnes qui, aujourd'hui, n'exercent pas la majorité de leurs droits simplement parce qu'elles ne savent plus comment y avoir accès. Et puis, demander un minimum vieillesse, c'est aussi cette espèce des fois de fausses croyances autour de la récupération sur succession, qui fait que, même s'il y a des seuils, etc., les gens veulent quand même, quand ils ont un petit patrimoine, le laisser à leurs enfants, et préfèrent vivre parfois dans un dénuement. Les bénévoles des Petits Frères des Pauvres, que je salue et que je remercie pour leur engagement, que le vivent au quotidien. Nous avons des situations dans ce pays qui sont à proprement parler intolérables. Sabine et Gracel, vous abordez, puisque vous êtes investi, l'habitat partagé, le lieu d'activité, les jeunes qui s'engagent pour leurs aînés, ces personnes qui changent la vie.
des personnes âgées. Votre livre est très complémentaire nos prochaines années du manifeste pour la liberté de vieillir chez soi, parce que vous campez le contexte et vous dommez les dimensions humaines de la problématique et Laurent apporte des solutions pratiques. Si on fusionnait vos deux ouvrages, je pense qu'on a une petite partie de la solution, mais quand même une ébauche. L'habitat partagé. Comment, alors, vous avez pratiqué l'habitat partagé? Oui, en fait, je suis allée, effectivement, pour ce livre, je suis allée à la rencontre. C'est un livre qu'on peut aller picorer, on n'est même pas obligé de le lire du début à la fin, on peut aller... Tout à fait, par où qu'on rentre. Mais ça suffit comme si. Voilà. Donc effectivement, je suis allée à la rencontre de tous ces gens qui avaient trouvé leur solution pour bien vieillir, qui peuvent être des solutions simples, qui sont envisagées à la carte en fonction de où on habite, de ses envies, de ses moyens financiers aussi. Donc il y a notamment l'habitat partagé, mais je voulais revenir justement sur cette histoire de lien social. Finalement, le mot qui nous réunit tous les trois là, on a tous cité le lien social, parce que en fait, en allant à la recherche de ces solutions pour bien vieillir et pour accompagner les personnes âgées, qui vont être 10 millions en 2030, dont 2 millions qui auront des troubles neurodégénératifs, donc on est vraiment tous concernés par ce sujet. Je me suis rendu compte que ce qui unissait les gens qui vivaient la prise de l'âge ou la prise de la dépendance un peu plus sereinement que les autres, c'était le lien social. Et que, hélas, ce lien social, c'est un sujet politique et il a été cassé, mais vraiment cassé ces dernières années à plein d'égards. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Le train, voilà. Avant, c'était facile d'aller voir ses parents qui habitaient éventuellement, si on habitait dans le nord, d'aller dans le sud de la France. Il y a 1000 lignes de train qui ont été supprimées ces 20 dernières années. Il y a encore 15 ans, ça coûtait à peu près 50 ou 80 € de descendre dans le sud voir ses parents. Aujourd'hui, on est sur ça a pris 150%. On descend 30 secondes du train pour une petite pause et on le reprend après pour poursuivre votre démonstration. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. N'abandonnez pas vos aînés, c'est le thème de cet entretien. On est ensemble jusqu'à 14h avec Yann Lanier, Laurent Permas et Sabine Gressagel, Perico Légas. Sabine, on remonte dans le train qui est un TER, parce que voilà, c'est pas un TGV, c'est un train qui traverse la réalité le pays réel. Vous disiez que j'allais dire la part sociale de ce qui est en France n'est pas forcément à l'écoute des besoins des personnes âgées. Oui, et en fait, le fait que, par exemple, ce soit difficile de prendre le train, que ce soit cher, moi, à titre personnel, avec mes 3 enfants, mon conjoint, c'est 1 000 € l'aller-retour, parce que les prix augmentent pendant les vacances scolaires. C'est un vrai sujet. C'est quand même un sujet, parce que pour s'occuper de nos aînés, il faut aussi être aidé. Les bistrots qui ferment, c'est pareil, c'est du lien social. Il y a quasiment 50% des bistrots qui ont fermé en France. Encore un sujet pour la France dans tous ses états. Voilà. Et non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on dit que ce sont Moi, je trouve que justement, les jeunes donnent beaucoup. Il y a 1 jeune sur 10 qui est aidant. Donc, vraiment, les personnes âgées ne sont pas abandonnées du tout, à mon sens, par la jeunesse. On a cette image, pourtant. Mais on a cette image, mais justement, je suis là pour la casser, parce que je trouve que justement, la jeunesse est formidable. La jeunesse donne beaucoup. Une partie de la jeunesse. Il y en a énormément qui sont investis dans le bénévolat. Je pense notamment à une association qui s'appelle Paris en compagnie, qui s'occupe des personnes âgées. Ils ont 30% de moins de 34 ans parmi les personnes qui veulent bien s'occuper des autres personnes âgées. Ça pourrait être pourquoi pas les plus de 64 ans qui sont encore valides, qui s'occupent des autres. Non, ce sont principalement les jeunes. Il y a le service civique, il y a de plus en plus d'écoles et de grandes écoles qui participent aussi à l'accompagnement des personnes âgées. Il y a de plus en plus de crèches intergénérationnelles. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut justement casser cette image qu'il y a des choses qui ne sont pas facilitées parce que le lien social, par souci d'économie, a été cassé ces 20 dernières années. Et qu'aujourd'hui, on dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne pour s'occuper. Vous n'allez pas nous dire que la vieillesse, c'est un ressenti. On est d'accord, c'est comme l'ancien garde des Sceaux, voilà, on est bien d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, cet exemple du train ou de la poste, par exemple, du postier qui ne peut plus rentrer dans les maisons, j'en parle dans mon livre, c'est quelque chose de l'ordre du lien social qui se délite peu à peu et qui, aujourd'hui, crée ce sentiment de solitude, d'isolement social, dont l'OMS se préoccupe particulièrement,
particulièrement, puisqu'en 2023, ils ont dit que c'était un problème de santé publique majeur, parce que ça crée des problèmes, même des troubles neurodégénératifs et des troubles cardiaques. Vous voulez dire que les pouvoirs publics et que nos instances dirigeantes ont mis en place souvent des secrétariats d'État pour les personnes en situation de handicap dont on s'occupe réellement, et en permanence on essaie d'adapter, de faire évoluer, et qu'il n'y a pas ce même effort, cette même prise de conscience pour les personnes âgées, si je comprends bien. Je suis pas en train de comparer ce qui a été fait. Donc on peut faire. Ce qu'on peut faire là, on peut le faire aussi. On peut prendre conscience qu'il y a aussi une réalité pratique et qu'on pourrait adapter, que ce soit les modes de transport, d'accessibilité, de déplacement, de mobilité. Penser aussi aux personnes âgées qui sont pas forcément en situation de handicap, mais qui ont besoin d'une assistance. En fait, c'est agir par anticipation et en fait, plutôt que de voir le gagne petit je reprends l'exemple du train ou des hôpitaux, même de fermer des lignes ou des lits d'hôpitaux en se disant on va faire des économies tout de suite. En fait, on voit aujourd'hui qu'à terme, ça ne fonctionne pas puisque les gens ne sont plus pris en charge comme ils pourraient l'être. Et c'est une vraie souffrance, par exemple, quand on a nos âges, de ne pas pouvoir aller voir ses parents comme ça sur un week-end parce qu'on sait que ça va nous coûter 10% de notre salaire. C'est une réalité. Laurent Permas, le modèle social français tant vanté, tant revendiqué, tant défendu, qui est au cœur de notre débat politique aujourd'hui. Va-t-on le préserver? Coûte-t-il trop cher? A-t-on encore les moyens de l'entretenir? Ce modèle social français, quelle part réelle laisse-t-il finalement aux personnes âgées? Est-ce qu'elles ne sont pas la partie délaissée? Je pense. C'est-à-dire qu'il faut la portion congrue, comme on disait dans la Révolution. Il faut le réécrire plutôt que d'aller chercher en fait une poche de richesse, qui est une richesse immobilière qui est pas du coup fongible, c'est-à-dire que on peut pas. Il y a 75% des plus de 70 ans qui sont propriétaires. Certes, ils sont propriétaires, mais en fait, ils ont une pension qui est beaucoup plus faible pour pouvoir aller ensuite chercher des services et pouvoir rester chez soi. Donc en fait, pour moi, il faut réécrire. Avec 4 priorités. Il y a la priorité du logement avec l'adaptation du logement. Eh bien, il faut accélérer parce qu'on est trop loin. Il y a plus de 2 millions de logements qu'il faut adapter pour rester chez soi. Et donc, pour avoir ce plaisir de rester chez soi, eh bien, il faut aussi avoir de la mobilité. Parce que si on n'a pas de mobilité, il n'y a pas de lien social. La mobilité, c'est les voitures. Plus de 75% des Français, à nouveau, sont propriétaires d'une voiture, ou en tout cas une voiture. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils perdent le permis? Et ensuite, donc ça c'est le travail avec les maires, avec la conduite partagée. Et ensuite, on parle de revenus. Ça, c'est un sujet qui est tout de suite mal défendu. Pourquoi? Parce que il y a 3 000 milliards d'immobilier détenus par les plus de 65 ans. 3 000 milliards. 3 000 milliards d'euros de détenus. Voilà. D'immobilier, de foncier, de biens fonciers détenus par les... C'est un cadeau fiscal extraordinaire pour le budget de l'État. Or, ces 3 000 milliards, on peut pas les utiliser lorsqu'on a fini en fait de rembourser son emprunt. Parce que on est certes propriétaire, et on nous a tous expliqué qu'il fallait être propriétaire, c'est bien pour la retraite, sauf qu'avec la longévité de la vie, eh bien lorsqu'on va 90 ans à 100 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une pension qui est pas forcément réévaluée, mais qui est pas suffisante parce qu'on ne peut pas utiliser son immobilier. Il est pour la transmission. Et ça, c'est le 3e point. Il faut revoir les sujets de transmission. C'est-à-dire que on hérite aujourd'hui à 60 ans. Et donc, il faut sauter une génération. C'est-à-dire que c'est les petits-enfants. Puisque, à 60 ans, on a déjà fait sa vie, on a quasiment remboursé son prêt immobilier, on se retrouve avec un héritage qui correspond à plus rien. Et en fait, nos parents, nos grands-parents n'ont pas utilisé, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'utiliser. Il faut revoir en fait l'approche financière avec les banques pour dire, eh bien, on va prêter, on va considérer qu'on va faire une avance sur héritage, et cette avance sur l'héritage, eh bien, elle va être utilisée tout simplement par monsieur, madame, pour continuer à vivre et pour avoir des services à domicile. Parce que les services à domicile, pour créer de l'emploi, il faut les acheter. On peut pas seulement se dire, c'est l'État qui va payer. Et pour les acheter, eh bien, il faut avoir tout simplement un peu d'argent. Donc là, on en aura un peu plus parce qu'on aura une pension supplémentaire. Et ces services à la personne, il faut les revaloriser. C'est inadmissible aujourd'hui en France d'avoir des personnes, d'accord, qui ne sont pas formées parce qu'on les considère pas sur un métier qui est le plus beau métier du monde, c'est-à-dire aider. D'accord, aider avec un salaire, parce qu'on parle des aidants, c'est 15 millions, ils n'ont pas de salaire. Bien sûr. Et en plus, ils sont en difficulté.
difficultés auprès de leur entreprise parce qu'ils ne peuvent pas revenir la tête bien faite, si vous voulez, avec une toilette qu'on a dû faire à sa maman ou à son papa. On peut pas revenir de la même... Laurent Permas, qu'est-ce qu'on peut dire? Je rencontre beaucoup de gens qui me disent mes parents, ma mère, mon père avaient laissé un petit pactole. Tout a été avalé par soit l'EHPAD, soit les soins à domicile. On a dû hypothéquer la petite maison. Évidemment, c'est pas des grosses fortunes. Et finalement, je me retrouve rien parce que ça a été mangé par la naissance. Alors, il y en a qui le disent, c'était heureusement qu'il y a eu ça pour pouvoir l'aider. Et d'autres qui disent, elle aurait bien voulu me laisser quelque chose. Et la pauvre, elle se rendait compte que tout était avalé par... Est-ce qu'il y a une solution, j'allais dire, politico-financière pour remédier à cette Oui, il y a une solution. Situations qui sont terribles. Tout à fait, faut le travailler avec les générations, puisque vous avez l'entreprise qui peut jouer un rôle. Les entreprises, elles font de l'épargne retraite collective. Cette épargne retraite, elle peut aussi être... elle peut servir pour notamment parler d'assurance de dépendance. Les assurances dépendance en France, ça n'existe pas, ou elles sont très mal perçues, et donc il faut les souscrire à 40 ans. Ça peut être une aide qui est tout simplement prise en charge par l'entreprise, au même titre que la santé, la mutuelle. Et dans ce cadre-là, vous voyez, on a perdu juste 40 ans en fait. On a perdu 40 ans alors qu'on aurait pu les faire. C'est ce que je réalise, c'est gigantesque. Yann Lanier, la société de longévité peut-elle remplacer la société de l'individualisme égotique? Ça, c'est le thème de Laurent Permas. Mais je vous pose la question, est-ce qu'on était là? Est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que la classe politique, est-ce que notre société a pensé cette situation? Et est-ce que vous êtes, en tant qu'association, est-ce que vous avez déjà vu des élus, des députés, des sénateurs, des parlementaires, des hommes politiques venir vous voir en disant qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous, pour les petits frères des pauvres et toutes les associations qui s'occupent des personnes âgées? Ça fait 5 ans que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger les petits frères des pauvres. Madame Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre démissionnaire, était ma 7e ministre en 5 ans. Je les ai tous vus. Depuis 5 ans, on est reçu assez facilement. Bien, ils reçoivent pour ça. Ils reçoivent. Ils écoutent. Certains sont restés, comme Monsieur Christophe par exemple, est resté 6 semaines, je crois. 3 mois peut-être. J'ai un doute. Et malheureusement, beaucoup d'autres secteurs de la vie publique sont également dans ce cas-là. 2 autres petites anecdotes. Il y a 5 ans, quand je suis arrivé, j'ai demandé à un collaborateur de me trouver le fichier des maires adjoints aux aînés, aux seniors, etc. dans les communes de France. Ce fichier, même à l'AMF, n'existe pas. Et troisième petite anecdote, au moment de la présidentielle de 2022, on a regardé qui, dans les partis politiques, était chargé de l'âge. Impossible de trouver les personnes. Et dans le programme du président de la République, il y avait une seule mesure, les 2 heures dans les plans d'aide, les 2 heures supplémentaires pour les aides à domicile pour faire du lien social. On va y revenir, Yann, et en plus on va avoir une parlementaire de Vendée à qui Maud va poser des questions. Ouais, Véronique Besse est avec nous dans un petit instant. Puis si vous aussi vous souhaitez réagir, témoigner, 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes toujours avec Yann Lanier, Laurent Permas, Sabine Gressaguel et Véronique Besse. Bonjour. Bonjour. Véronique Besse, vous êtes députée non inscrite de Vendée. Le vieillissement, vous en avez fait l'un des thèmes majeurs de votre engagement politique. Vous avez adressé une lettre au nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu pour lui demander d'élever le vieillissement au rang de priorité stratégique de l'État. On parlait des solutions politiques à l'instant avec nos invités. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, Véronique Besse ? Écoutez, ça signifie tout simplement qu'il ne faut pas oublier nos anciens, puisqu'on a tendance un petit peu, dans le tumulte politique du moment, à oublier que nos anciens ont le droit à la parole, qu'il ne faut pas les oublier, qu'ils soient du grand âge ou tout simplement juste à la retraite. Et que c'est une priorité pour moi parce que quand on regarde un peu la courbe démographique, on se rend compte que la population vieillit. Et d'ailleurs, j'ai l'honneur de présider à l'Assemblée un groupe d'études sur le vieillissement de la population. On se rend compte que le temps passe et que on est toujours dans le colmatage, si je puis dire, et pas du tout dans l'anticipation. Et donc on colmate quand il y a des demandes, etc. Mais en fait, on n'a pas une vraie politique du vieillissement en France. Et c'est un peu, j'allais dire, ce sujet est un peu le parent pauvre de toutes les politiques publiques. Et ça, c'est un petit peu dommage. Justement, sans parler d'indifférence, vraiment, avec nos invités, on se demandait justement, est-ce qu'il y a des réponses politiques? Quelles sont ces réponses politiques? Là, dans la lettre que vous adressez au Premier ministre, il y a le fait d'élever le vieillissement au rang de la priorité
priorités stratégiques de l'État. D'abord, qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que vous avez déjà eu cette conversation avec le précédent Premier ministre, peut-être déjà les précédents gouvernements ? En fait, on n'a pas forcément vu les changements en cours, on n'a pas forcément le temps de parler avec le Premier ministre et les ministres concernés de ces sujets. Alors voilà, on essaie quand même moi, cette lettre, c'est une manière de dire attention, ça doit devenir une priorité, puisque on demande depuis longtemps, on est plusieurs à demander une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge. Et en fait, on sait qu'on ne l'aura pas forcément, parce qu'on voit toujours le problème par le petit bout de la lorgnette financier. Donc, c'est-à-dire qu'on pense toujours que le grand âge ou le vieillissement de la population, ça coûte cher. Moi, je dis qu'il faut partir du terrain. Et en fait, il y a plein de choses qui existent sur le terrain. Les collectivités, il y a des associations, il y a du privé qui font des choses remarquables. Des petites choses qui peuvent être complètement dupliquées ailleurs et dont il faut s'inspirer. C'est pas forcément tout chambouler. Mais je crois qu'aujourd'hui, que ce soit pour les EHPAD, que ce soit pour le domicile, on a atteint un niveau où il faut tout remettre en cause et prendre le problème par la base et pas forcément. Alors bien sûr, si on a une grande loi, ce serait encore mieux, mais il faut complètement changer le concept et partir du terrain et s'inspirer de ce qui se passe, parce qu'il faut de toute façon, nos anciens, et compte tenu encore une fois de la courbe démographique, il va bien falloir s'en occuper dignement. Et il faut les replacer au cœur de notre réflexion et pas forcément faire à leur place. Et vous savez aussi, en fait, nos anciens, les familles, tout ça, c'est pas des gens qui manifestent, ce sont pas des gens qui sont sur les ronds-points, ce sont pas des gens qui font grève. C'est une majorité silencieuse qui ne dit rien. Mais il faut quand même avoir un œil averti, attentionné, bienveillant sur cette population qui représente beaucoup dans la population française. Perico. Véronique Besse, une de vos consoeurs, la députée Audrey Dufeu, avait utilisé la formule « la discrimination par l'âge reste un angle mort ». Je vois que vous menez le même combat. Est-ce que vous concevez qu'aujourd'hui, il y a une discrimination en France ? Dieu sait si on combat les discriminations, c'est au cœur du débat politique, avec quelquefois de la véhémence, pour ne pas dire de la violence. Est-ce que nos personnes âgées ne sont pas aujourd'hui la catégorie sociale la plus discriminée en République française ? Moi, je pense que oui, vous avez raison de dire ça, parce que c'est une population dont on ne s'occupe pas, ou peu. On se donne quelquefois bonne conscience en faisant des petites lois où il y a 3 fois rien dedans, mais on ne respecte pas la dignité des personnes âgées d'une manière générale. On fait peu de prévention aussi, parce que c'est aussi un sujet, la prévention pour éviter un vieillissement trop rapide. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. En plus, c'est un sujet transpartisan. C'est un sujet aussi transversal, parce qu'il touche à la santé, au logement, à la formation, aux mobilités, aux loisirs, etc., etc. Et c'est un sujet qu'on veut pas voir. Et en fait, même c'est pas un sujet, par exemple, à l'Assemblée nationale, parce que on n'en parle que d'une manière budgétaire. C'est pas un sujet aussi forcément dans les médias, et merci d'en parler, parce que en fait j'ai l'impression que ça renvoie à tout le monde l'image du vieillissement et de son propre vieillissement. Donc c'est un sujet un peu noir, mais non, il faut en parler d'une manière assez positive. Il y a plein de choses qui existent qui sont totalement positives. Et pourtant les personnes âgées votent, Madame la députée. C'est pas encore un lobby électoral. Imaginez que ça le devienne. Non, mais les personnes âgées votent aussi, mais il y a des familles. Enfin, il y a tout un écosystème, si je puis dire, autour des personnes âgées. Et en fait, il y a plein de choses super qui se passent. Et sans parler du grand âge, qui est un vrai sujet, mais on ne s'occupe pas assez des jeunes retraités dans notre vie de tous les jours. Il y a des gens qui ont une expérience, une expertise, et qui du jour au lendemain, quand ils partent à la retraite, on s'en occupe pas. Et moi, je me dis que sur la base du volontariat, on pourrait, dans nos communes, leur faire signe. Ils pourraient avoir un rôle hyper important, hyper enrichissant. Et c'est des gens souvent qui, du jour au lendemain, quand ils n'ont plus de travail, ils se sentent inutiles. Et vous savez, quand on se sent inutile, la dépendance s'installe très vite. Et on voit des gens qui ont occupé des postes très importants dans les collectivités, dans les entreprises, etc., qui ont eu plein d'idées. Du jour au lendemain, ils deviennent
plus rien dans la société et tout le monde est perdant. Ça arrive aussi à des hommes politiques et des femmes politiques sur un autre terrain. Exactement. Véronique Bey, je passe la parole à Laurent Permas qui veut vous poser une question. Ensuite, c'est Yann Lanier qui vous interpellera. Oui, Madame la députée, bonjour. En fait, moi, je suis prêt à travailler avec vous sur un programme. Il faut écrire un programme. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une charge. Les retraités ne sont pas une charge. C'est 53% de la consommation en France. Ils sont créateurs d'emplois. D'accord. Et vous voyez, si on parle notamment des services à la personne, c'est 1 million d'emplois. Donc c'est plus de 12 milliards par an de succession-donation qui génèrent une taxe, faut le dire. Donc je pense qu'il faut prendre le problème à la main en disant mais et si il n'était pas là, le pays serait dans une grande difficulté budgétaire déjà. Je parle pas du lien social. Donc ce n'est plus possible d'entendre cette notion de budget de charge. On peut le démontrer. D'accord. On peut le démontrer. Et si on enlève les 53% de la consommation, on va vite en parler, de la taxe à la TVA, au-delà de la Donc voilà, moi je suis prêt à travailler avec vous pour concrètement il y ait en fait des incitatifs et qu'on arrête de parler de cette classe d'aînés qui ne servent plus à rien, alors qu'en fait ils tiennent la France debout. Ils tiennent la France debout. Il y a la notion aussi de transmission. Ils ont plein de choses à nous apprendre. Ils consomment, c'est eux qui voyagent, c'est eux qui vont dans les restaurants, c'est eux qui vont au cinéma, entre autres, etc. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Mais on les compartimente et on veut presque pas les voir. Donc de temps en temps, c'est un peu condescendant comme démarche. Voilà, on donne des petites... Madame la députée, c'est une catégorie sociale qui fait aussi l'objet d'un ménagement fiscal, parce que justement, il ne faut pas les froisser. Là, nous parlons vraiment des personnes âgées en détresse. Yann Lanier, à qui je demandais, est-ce que la République s'occupe de ces vieux aujourd'hui, a une question à vous poser. Bonjour Madame la députée. Vous avez employé le mot de prévention. Pour moi, c'est vraiment le maître mot des années à venir, puisque sous ce thème-là, on va pouvoir aussi, comme Sabine le disait, aider aussi des personnes à vieillir et non plus à vivre dans une éternelle jeunesse. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire sur la question de la prévention. La prévention, ça va être aussi des moyens à mettre. Alors, vous avez vu cette semaine le baromètre de l'isolement social des petits frères des pauvres et les préconisations. La première de nos préconisations, c'était justement de mesurer le coût de l'isolement social dans ce pays. On a une inspection générale des affaires sociales, des finances, qui est tout à fait capable de le faire en mesurant et en additionnant des coûts tels que les non-recours aux soins, des coûts de consommation médicale, etc. Et moi, je présage que nous allons, si c'est fait, arriver à des milliards d'euros et que ça permettra de poser une politique de prévention qui permettra à terme d'éviter des coûts pour la société. Donc je voulais savoir si vous étiez aussi prête avec vous, les collègues parlementaires, parce que le Premier ministre parlait ce matin d'une nouvelle méthode de travail à l'Assemblée et vous avez employé le terme de transpartisan sur ces questions-là auxquelles je souscris. J'espère que votre groupe de travail à l'Assemblée fera naître aussi des initiatives transpartisanes pour faire avancer vraiment ces questions. Eh bien voilà, Véronique Bey, vous ne serez pas venue pour rien, vous repartez avec une très belle thématique. Merci Madame la députée d'être intervenue et j'espère vous retrouver bientôt sur cette antenne pour continuer à disserter sur cet important sujet. On se retrouve dans quelques secondes. Merci.